Les fiançailles, promesses de mariage dans le cadre de la législation en vigueur. Voilà le thème sur lequel mes invités vont opiner. Je vous présente très rapidement le plateau. D'abord, Madame Anne Ella Maupo, c'est bien ça? Voilà, vous êtes juriste, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez super bien ce matin. Très bien de votre côté. Ça va aussi. Après vous, j'ai Didier Huenou, enseignant et également homme des médias. Bonjour. Bonjour Angèle Toboula et bonjour à tous les téléspectateurs de ETélé. Bonne arrivée. Monsieur Aromayon, bonjour. Bonjour Madame Toboula, comment vous allez? Ça va bien et vous-même? Ça va, je vais bien. Monsieur Toussaint Aromayon qui est un chercheur indépendant de l'histoire. Et notre mémé, Madame Andrea Bachumba, bonjour. Bonjour Madame. Maman, c'est la pleine forme ce matin? Ça va. D'accord. Des fois. Vous aurez la santé encore plus. Je- Et vous allez rester plus avec nous. Parce qu'on a besoin. Oui, c'est un souhait. Amen. Alors, voilà donc les invités conviés aux échanges de ce matin, mesdames et messieurs. La première question, évidemment, sera adressée au juriste ou à la juriste qui est sur ce plateau, puisque c'est elle qui va nous planter le décor et nous situer par rapport à ce cadre législatif. Première question donc à vous, Madame Maupo. Quel sens le législateur donne-t-il aux fiançailles au Bénin? Merci madame la journaliste. Alors, quel sens le législateur donne aux fiançailles au Bénin? Il faut dire que depuis l'avènement du Code des personnes et de la famille de 2004, le législateur a quand même mis un accent sur les fiançailles en l'appelant la connaissance mutuelle des familles. D'accord. Avec l'avènement de la loi de 2021, du 20 décembre 2021, qui est une loi modificative de la loi de 2004 du Code des personnes et de la famille, le législateur vient accentuer de plus ce que c'est que les fiançailles en définissant cela comme la connaissance mutuelle des familles. Et cette convention, cette connaissance mutuelle des familles se fait en présence de deux témoins D'accord. pour chaque partenaire, c'est-à-dire la fiancée, le fiancé, deux témoins et un représentant de chaque famille pour qu'au moment opportun, il n'y ait pas de doute, que chaque partie ne nie pas et que ce soit réellement, les témoins puissent réellement avouer qu'ils ont vu et qu'ils étaient présents. Donc, pour la loi, les fiançailles au Bénin, c'est appelé la connaissance mutuelle des familles. Connaissance mutuelle, c'est assez, je vais dire, générique et vague. Qu'est-ce qu'on met dans connaissance mutuelle? Bon, nous, on appelle communément quelque chose connaissance, comme on l'appelle enfant le cococo. Oui. Ou bien on parle de dot. Ça, c'est Donc, c'est quoi connaissance mutuelle des familles? Oh. Pour être sûr de respecter la loi en vigueur. D'accord. Alors, connaissance mutuelle des familles. Déjà, il faut préciser que la loi béninoise a mis l'accent sur la dot, certes, mais en la traitant de symbolique. D'accord. La loi béninoise au Bénin, la dot, oui, mais symbolique. C'est vrai que dans certaines législations, quand je prends par exemple le cas du Gabon, qui fixe un montant exact pour la dot, cela n'est pas le cas au Bénin. Au Bénin, la loi dit que la dot doit être faite, mais elle doit être symbolique. Pour ce qui est des fiançailles que nous appelons comme la connaissance mutuelle des familles, c'est dit que les deux partenaires qui sont dans une relation acceptent mutuellement de se marier, de faire un cheminement ensemble. C'est-à-dire que les conditions légales pour contracter mariage sont respectées et très souvent c'est la minorité qui est l'âge majeur qui doit être de 18 forcément. ans et puis le consentement mutuel. Voilà. D'accord. Donc, si je vous résume, Madame Maupo, c'est dire que quand mon partenaire et moi, nous décidons d'aller voir mes parents et avec un témoin, que ce soit avec des boissons ou pas, et qu'on fait cette démarche-là, c'est que mon partenaire, l'homme, m'a fait une promesse d'office de mariage. Exactement, m'a fait une promesse de mariage, puisque la loi ne précise pas qu'il y ait présence de dons en nature, en matériel financier ou pas. La loi dit simplement que c'est une connaissance mutuelle des familles et ceci en présence des témoins. D'accord, Voilà. d'accord, c'est noté. On ira en profondeur tout à l'heure. Le temps pour moi de donner la parole à Monsieur Aromayon pour lui demander, lui, avec cette
ces explications de Madame Maopo, vous, en tant qu'ancien, en tant qu'également chercheur de l'histoire du Bénin, quelle appréhension vous avez des fiançailles au Bénin? Quelle appréhension j'ai des fiançailles au Bénin, après ce que j'ai entendu. Et il faut reconnaître que je n'ai pas vraiment connaissance de cet aspect juridique de la chose. Non. Comme beaucoup de personnes. C'est pour cela justement que cette émission, ce thème a été choisi. Merci beaucoup. Je suis dans l'histoire. Oui. Donc mon travail se ramène à rappeler comment ça se faisait, etc. Et voilà que déjà c'est conclu, c'est légiféré, c'est mis en boîte. Oui, c'est mis noir sur blanc. C'est mis noir sur blanc. Bon, néanmoins, vous allez nous permettre de rappeler comment cela se faisait. Comment cela se faisait. Peut-être que ça nous aiderait à améliorer davantage. Mais il faut reconnaître que par rapport à mes appréhensions que les fiançailles de notre temps, quand j'ai vu la définition qui est donnée en faisant le tour de Google et que je me vois ce qui se passe chez nous, je peux dire que le fiançailles, ce n'est pas un jour, ça ne se fait pas un jour. Ce n'est pas une affaire d'un jour. Si je dois aller très loin dans l'histoire, c'est une affaire qui a commencé même dans certains milieux depuis la conception de l'enfant, de la fille. Depuis la conception de la fille. Et avant de venir même à ça, il faudrait plutôt parler des clans. Tout individu que nous voyons au sud du Bénin ici vient forcément d'un clan. Et chaque clan est structuré. Chaque clan est structuré. Et d'un clan à un autre, ce n'est pas forcément la même chose. Quand vous allez dans un clan comme les Djeto, quand vous allez dans un clan comme les Ayato, quand vous allez dans un clan d'un clan à un autre, et chaque clan est structuré sur des bases, sur des rituels, sur des principes. D'accord. Et c'est pourquoi il faut rappeler ce qu'on appelle l'état civil. L'état civil, ce n'est pas ce que vous avez dans les ministères de l'Intérieur. C'est comment la vie de l'individu est organisée à l'intérieur du clan. Mais quand je parle de ça et que j'écoute la juriste, je me dis, mais est-ce qu'on s'est rappelé de tout ce que nos aïeuls, nos grands-parents ont organisé dans ce sens pour que la vie soit possible ici? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de devenir quelque chose d'hybride. Nous ne sommes plus ce que nous étions et nous ne serons jamais ce que vous nous proposez. C'est pas elle, hein. Il faudra qu'on me dise, c'est pas elle ne fait que citer une loi. Non, ce n'est pas d'elle que je parle justement. Oui. Nous sommes au milieu aujourd'hui. D'ailleurs, nous sommes témoins d'une situation dans le monde où on nous offre l'occasion. Parce qu'il y a un nouvel ordre qui est en train de pointer, que nous puissions saisir ce nouvel ordre pour nous désengager de certaines dispositions qui ont été prises depuis Washington ou depuis Paris et qui nous a été parachutées ici pour casser nos dispositions, nos mécanismes qui permettaient d'avancer. Vous avez demandé mes appréhensions. C'est ça mes appréhensions. C'est aujourd'hui, tout est foutu. Si vous me permettez de le dire. Bon. Tout est sens dessus dessous. D'accord. Oui. Ça, c'est plus joli. Oui, c'est beaucoup plus esthétique. Oui, c'est plus esthétique. Oui. Mais moi, comme je vous le disais, je ne serai pas dans l'esthétique aujourd'hui. Dans cette émission, il faut vraiment dire la vérité. Absolument. C'est pour ça que vous êtes appelé à donner votre opinion là-dessus. Oui. Il faudra dire que vous êtes foncièrement contre cette modernisation-là, dans laquelle vous ne vous retrouvez pas du tout. Voilà, les familles ne se retrouvent pas. Aujourd'hui, vous avez... Bon, je me rappelle, quand on parle de fiançailles, on a raccourci tout. Le parent, le père ou la mère n'a plus de droit de regard sur le choix qui est fait. Un jour, on se présente à eux, on dit voilà, c'est mon... Alors, l'enfant a passé tout le temps à l'université. À l'université, il n'y a pas un cours pour enseigner comment choisir un homme, comment choisir une femme. Voilà dans la situation. On nous a volé le temps. L'école vole le temps. L'école empêche les gens de comprendre comment...
Parce que le résultat, c'est de pouvoir vivre mieux. Bon, il faut aller à l'école, c'est Ben, il faut important. quand même aller à l'école. Il faut quand même aller à Il l'école. faut reconnaître Même si que- on oui. dénonce peut-être certaines insuffisances, il faudrait préciser que l'école, elle est importante. Merci chaque hein. fois de recentrer. Oui, c'est moi mon rôle sur ce plateau d'ailleurs. Il faudrait que Merci beaucoup. je reprécise les choses pour ne pas vous empêcher d'avoir vos opinions respectives. Alors, Andrea Bachouba, comment les fiançailles se contractaient? Vous êtes d'un certain âge, vous avez vu faire, vous avez certainement participé à beaucoup. Merci beaucoup pour être venu sur ce passage-là. Il faut se dire une chose, c'est que aujourd'hui tout change. On ne veut plus se soumettre à la tradition. Mais tout ce qu'elle vient de dire là existe dans la tradition. Et si je vais vers Monsieur Aromagnon, c'est ça? Oui. Il a parlé de l'histoire. C'est vrai que selon les régions, du nord au sud, il y a des pratiques qui se suivent, qui se font par rapport aux fiançailles. Et comme il l'a tantôt dit, ça va même depuis la naissance, dans certains milieux. Bien sûr. Et parce qu'on choisit déjà les familles, dans les familles, ça se fait. Et on sait que cette fille-là, à sa naissance, appartient à telle famille. Elle est d'une famille, elle appartient à une famille et on oriente déjà le choix. En notre temps, qu'est-ce qui se faisait? Les parents ont toujours un droit de regard sur le choix des enfants. C'est vrai qu'on ne leur impose pas Parfois, on leur impose, comme vous avez dit. oui, parfois. Mais avec le modernisme, je crois qu'il n'a plus été question d'imposer un choix, mais d'orienter. On peut orienter le choix. Et maintenant, accompagner les enfants vers ce choix-là. À moins que, sur 10 cas, il faut au moins qu'on ait 2 qui soient perdus. D'accord. Voilà. Donc, en notre temps, c'était comme ça. Mais il faut également aller vers les parents parce que vous n'avez pas vu la fille de quelqu'un dans la rue. Elle appartient à une famille. Oui. Et il faut bien que les familles se réunissent pour comprendre qu'à partir de ce moment-là, notre fille n'est plus en l'air. Notre garçon ne doit plus aller gazouiller par-ci, par-là. Notre fille, elle doit être suivie. Et c'est là le rôle protecteur des familles, des parents, de la maman surtout. Parce que là où sa fille doit aller là, elle sait, elle doit suivre sa fille pour qu'il n'y ait pas de dérive. Parce que quand ça va mal, c'est elle. C'est à elle qu'on va s'attaquer. Donc, elle a beaucoup plus le droit de regard sur cette fille-là et commencer par l'orienter. Entre-temps, on mettait la fille dans un clan, comme il a dit, mais elle doit être suivie. Elle doit avoir il y a des rituels qui doivent être faits par rapport à toute cette éducation que la fille doit recevoir. D'accord. C'est de même pour le garçon. Il reste dans une famille avec des parents, avec des hommes, et on l'initie à ce mode de vie-là qui sera futur et auquel il doit s'adapter pour pouvoir mieux garder la fille dans son foyer. Advienne que pourra. Voilà. Oui, Didier, vous, maintenant, vous avez la parole sur la même question. Quelle compréhension vous avez des fiançailles? Vous êtes en couple aussi? Comment vous avez contracté? Donc, est-ce que vous avez... je suis heureux hein, parce que je suis entre des personnes expérimentées et je me réjouis encore davantage lorsque j'écoute un peu la déclaration de la juriste qui est sur le plateau. Je me retrouve heureux de nouveau parce que jusque-là, je reste conforme donc à ce qu'a prévu la loi parce que j'ai déjà fait exactement comme la loi l'a prévu. Oui, la jeunesse aujourd'hui, les fiançailles, je pense que pour moi d'abord les fiançailles, lorsqu'on parle de fiançailles, c'est un engagement moral que l'on prend vis-à-vis, lorsque c'est une femme, vis-à-vis d'un homme, lorsque c'est un homme, vis-à-vis d'une femme. Et pour moi, les fiançailles de nos jours
franchement, sont compliquées. Sont compliquées, surtout pour la jeunesse, vu déjà les moyens, puisque aujourd'hui les fiançailles, c'est les moyens, parce qu'il ne suffit pas de le dire à la jeune fille, il faut en même temps poser maintenant des actes. Et poser les actes revient déjà à aller rencontrer au moins ses parents. Et tel qu'elle l'a précisé tout à l'heure, c'est Justement. pas forcément contre Justement, un bien mais matériel. c'est la juge qui le dit de cette manière-là. Mais la réalité, c'est quoi? Est-ce que je peux aller aujourd'hui voir un parent dans sa maison, coco, bonjour papa, bonjour maman, voilà, je suis derrière votre fille, voilà, j'envisage l'épouser. c'est pas potable. Et on pourra me demander si je ne suis pas issu d'une famille. C'est là qu'intervient l'intervention de Mémé, de monsieur Ahomayon, qui montre réellement que les enfants, je ne dirais pas forcément la femme, les enfants sont issus d'une famille et nous constituons en même temps des branches. Lorsque vous faites le pas vers ses parents, il faut forcément être accompagné d'un des vôtres. Et là, ça va donner plus d'engagement, de sérieux. De sérieux surtout. C'est pas vous, singleton, qui êtes allé voir les parents de la fille. Puisque c'est ce sérieux-là que les parents, ou du moins les parents de la fille, cherchent pour leur fille et surtout cet engagement qui montre réellement que le monsieur qui est venu demander la main de leur fille est un monsieur sérieux, et de point de vue organisationnel d'abord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je me réjouis tout simplement que cette émission va encore révéler le côté juridique et en même temps historique de par la présence des personnes concernées, surtout des personnes averties sur ce plan-là. En ce qui concerne la jeunesse, moi je pense réellement que les jeunes font réellement l'effort de se retrouver face au... Oui, on va revenir sur l'aspect des jeunes tout à l'heure. Monsieur Ahomayon, je reviens à vous pour vous demander comment se faisait le cheminement entre l'homme ou le garçon et la fille qui se promettent mariage. Voilà, le cheminement, c'est déjà, j'ai parlé tout à l'heure d'état civil. L'état civil, c'est quoi? C'est les étapes, les étapes depuis la naissance, depuis la conception, à Dogofa, depuis la conception, jusqu'à la mort de l'individu, c'est-à-dire jusqu'à la transition de l'individu. Donc, les fiançailles ne constituent qu'une étape à l'intérieur de cet état civil. Il y a le Adogova pour savoir si, dès que l'enfant est conçu, qu'est-ce que ça va devenir. On a déjà, la famille a déjà ce regard. La sortie du nouveau-né. Après la sortie du nouveau-né, on parle de puberté. Et pendant la puberté, la fille, et la fille est préparée. Et il y a les garçons qui viennent jouer avec elle, avec de l'argent. C'est un rituel. Après ça, au niveau des garçons, il y a des initiations pour les introduire dans la société. Et au niveau, je précise qu'au niveau même déjà des garçons, il y a les tantes du garçon qui commencent par s'inquiéter. Est-ce que ce garçon-là s'intéresse Est-ce que ça fait quelque chose dans sa tête quand il voit passer les filles? Les tantes commencent par se poser des questions. Et ces tantes-là vont même jusqu'à trouver le moyen de tester, directement ou indirectement. Excusez-moi, bon, puisque vous voulez savoir, parce que je ne sais pas étaler dans la rue. Donc, il y a cette préparation. Maintenant, il y a l'amitié. Quand je dis l'amitié a commencé depuis. Parce que la fille est déjà identifiée. Le père dit, j'irai chercher cette... je vais amener cette graine-là chez moi, cette semence-là chez moi. Vous voyez, c'est une bataille. Je vais amener cette semence-là. Et déjà, de petits cadeaux vont déjà dans la maison. Bon, c'est les mamans qui savent bien le faire. Qui savent détourner ça. Donc, excusez-moi. Donc, de petits cadeaux vont déjà en direction de la famille de la fille. Donc, je ne dis pas, quand moi je dis ces choses, je sais que ce n'est plus possible aujourd'hui. Non, vous racontez l'histoire. C'est beau quand vous la racontez, cette histoire-là, comme ça, on a envie juste de se retrouver encore à l'époque 1800. Pour améliorer, faire comme aujourd'hui. Donc, voilà, il y a déjà toute une préparation. Les fiançailles, c'est après quand on est assuré que c'est ce garçon qui sera le futur mari. Déjà, il y a un pas qui est fait du côté de la famille de l'homme vers la famille de la femme. Déjà, les deux familles se côtoient déjà. Et je vais rappeler, bon,
les mécanismes, ces mécanismes, j'appelle ça mécanisme, existaient, hein, mais récemment, dans les années 80, ça existait encore. Les jeunes organisaient ce qu'on appelle les balles poussières, ou bien les balles, les soirées dansantes. Elles ont disparu aujourd'hui, ces soirées. Racontez-nous, nous qui n'avons Les pas soirées vécu dansantes, ces soirées-là. c'est des jeunes dans un quartier, qui sont les jeunes garçons, sont dans des équipes de football, dans des équipes de ils sont des musiciens et tout. C'est des jeunes du quartier qui se retrouvent, qui se cotisent, ils cotisent de l'argent, mettent de l'argent ensemble, ils identifient une maison dans le quartier où il y a de l'espace, et ils se retrouvent. Mais pendant qu'ils faisaient ça, leurs différents parents se découvrent déjà, et savent que dans cette famille-là, c'est des gens bizarres. Dans cette famille-là, ils sont honnêtes. Dans cette famille-là, parce que tout se passe, ce ne sont pas des étrangers, ils se connaissent. Donc déjà au cours de cette balle-là, on peut identifier la future épouse qu'on voilà. voudrait. Le mécanisme pour de son balle fils. est proposé pour permettre à la fille d'avoir un échantillon dans lequel elle pourra choisir son mari. D'accord. Elle pourra choisir son mari. On ne lui dit pas, le parent ne lui dit pas, c'est celui-là forcément, mais on lui donne, on lui offre la possibilité de choisir dans cet échantillon-là. Si elle fait ça, c'est bon. Quelquefois, ça marche jusqu'à, il y a possibilité même d'aller en Europe, de revenir. Il y a tellement de belles choses dans ce mécanisme, mais le mécanisme est parti. C'est parti. Et aujourd'hui, je pense qu'une forme pareille existe aux États-Unis où il y a des balles et puis la jeune fille qui finit peut-être le lycée, il y a une soirée et puis les petits copains. Je pense qu'il y a une forme comme ça aux États-Unis. Je ne sais pas si ça a disparu totalement, mais il y a une forme comme ça. Existe chez les riches. Le patrimoine, on ne va pas laisser le patrimoine aller dans une famille qu'on ne maîtrise pas. Parce que ici, nous avons tendance à dire le parent ne doit pas avoir le droit de regard sur le choix, parce que oui, l'enfant est indépendant. Quelle liberté? Vous parlez de quelle liberté? Ça n'existe pas, la liberté. Là-bas en Europe, l'Europe que nous cherchons à copier là-bas, quand le riche n'aime pas laisser son fils aller épouser, vous voulez que son patrimoine aille dans une famille de misère pour aller chercher? Non. Donc, on a comme impression que chez nous ici, on se jette dedans à coups de milliards et à coups de 4x4, véhicules 4x4. On a, pendant longtemps, les véhicules sur lesquels on a écrit AT, l'assistant technique. C'était l'époque des assistants techniques. Ils sont venus, ils nous ont bombardé de concepts qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas encore. Ils viennent tester sur nous comme ils testent actuellement des concepts que je ne veux pas citer. Donc, aujourd'hui, on est dans un système où, voilà, je parlais d'état civil. Donc, au niveau de fiançailles, c'est comme ça que le cheminement se faisait. C'est la petite dot. Aujourd'hui, la petite dot et la grande dot, là, se passent ensemble, confondus. On n'a plus le temps. Donc, on n'a plus le temps. On met les deux ensemble et puis on passe à autre chose. Et puis le temps de fiançailles, c'est un temps au cours duquel la famille, le jeune homme a la possibilité de découvrir la vie de sa future épouse dans son milieu. Si par exemple, aujourd'hui c'est permis, hein, vous pouvez aller chez votre copine ou bien votre fiancé, vous allez dans sa maison et sa maman est en train de balayer, mais elle est en train de faire les ongles. Votre copine est en train de faire les ongles et la maman est en train de s'échiner et dit, c'est dommage, c'est la fibre. Quand vous voyez ça là, c'est un signe annonciateur de ce qui va se passer demain, que ça ne va pas durer. D'accord. C'est noté, M. Aromayon. C'est bien noté. M. Aromayon a dit quand même des choses très intéressantes. On ne va pas dire. J'ai dit aussi des choses qui sont intéressantes. On ne va pas dire le contraire, mais il a lancé quand même une ouverture, le droit de regard des parents sur le choix de l'époux, de l'épouse de leur enfant. Est-ce que Mémé Andrea Bachomba, vous avez l'impression que cela existe toujours dans la contraction de ces fiançailles-là? On peut dire que ça existe à certains endroits, mais à d'autres, on ne retrouve pas. Parce que comme il vient de le dire, les riches ne laissent pas aller leurs enfants dans une famille pauvre. Donc, vous allez voir, entre eux, ils organisent souvent des activités lucratives, de jeux récréatives qui rassemblent les parents et les enfants. Et en ce moment, on met les enfants d'un côté et les enfants se retrouvent, ils sont en train d'échanger et puis les parents, c'est comme ça les enfants choisissent et les parents orientent. Mais chez nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Le pauvre a besoin de changer de statut. Donc, il oriente peut-être son enfant vers
la maison riche, là. Et puis, ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Vous voyez? Maintenant, vous essayez de voir. Il y a également le fait que les enfants aillent à l'école. Oui. Quand ils s'en vont à l'école, ils se choisissent. C'est là, on peut parler un peu de copains, amitié. Et donc, ça peut évoluer vers les fiançailles. Si ils se tiennent bien, c'est bon. Mais souvent, cette histoire-là, c'est pour garder la fille, pour garder sa pureté au mariage. Oui. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas ça. Elle peut aller par-ci, elle peut aller par-là, et puis quand l'occasion l'opportunité se présente, alors il faut choper dedans. C'est pas ça. Et là, on perd beaucoup. Parce qu'il y a des inconvénients. Maintenant, pourquoi on fait ça? C'est pour qu'il y ait une assurance, une sécurité de la fille ou de son futur conjoint. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand c'est comme ça, le mariage est beaucoup plus visé loin. Parce que c'est pas seulement ce que moi, tout à l'heure, on disait, j'ai entendu une chanson qui disait, quand elle était prête, le monsieur n'était pas là. Oui. Ah ben, quand elle a décidé maintenant de prendre son chemin, c'est la fille qui attend l'homme. L'homme peut aller à New York, il revient, vous retrouve. Et moi? Là, quand les choses sont faites dans les règles de l'art, aujourd'hui, bon, on n'attend plus personne. Hein, même ça, on arrive des fois, quand le monsieur il s'en va, il peut trouver une autre là-bas, il vous oublie. Mais il sait qu'il a quelqu'un là. Donc, il peut revenir. On est toujours dans cet espoir-là. Et moi, ça me rappelle, mon mari voyageait. J'étais là, j'attendais. Il est allé faire ses études au Sénégal. Et moi également, j'étais ici. Mais mes parents connaissaient les siens. Et ma belle-mère venait. Je me rappelle quand j'étais à l'école normale, elle venait vers moi là-bas. C'était juste pour voir comment je me comporte dans ce milieu-là où il y avait femmes, il y avait des filles et des garçons. Donc, c'était juste pour dire que voilà comment. Il y a des bénéfices quand on le fait normalement. Mais vous ne pouvez pas refuser si l'homme décide d'être polygame. Oui, ça, bon, ça c'est à la fille d'attendre. C'est à la femme d'attendre. Voilà. D'accord. Oui, Madame Maoko, vous êtes dans la société, vous voyez un peu comment les choses se font aujourd'hui. La manière dont les jeunes se comportent, nous jeunes, je vais dire, parce que je ne vais pas me mettre hors, vous-même vous êtes jeunes, nous sommes 3 jeunes sur ce plateau et 2 personnes d'expérience. La manière dont nous faisons les choses aujourd'hui, comment vous l'appréciez, Madame Maoko, Anela? Ok, merci beaucoup, Madame la journaliste. Alors, on va dire que de plus en plus, le mariage est désacralisé, si je peux me le permettre. Et pour en revenir à votre question, comment les choses se passent aujourd'hui? Vous saviez, c'est déjà un très bon thème qu'on a choisi aujourd'hui, les fiançailles, parce qu'il n'y en a plus. On se rencontre aujourd'hui, demain on est ensemble, c'est-à-dire la grossesse vient puis on est dans le foyer. Mais ce cheminement-là qui nous permet de nous préparer, parce que c'est vrai, l'officier d'état civil, lorsqu'il vous unit, vous dira pour le meilleur, pour le pire. Voilà, mais on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour passer toute sa vie ensemble, si je ne me trompe. On se marie pour toute une éternité, si je peux me le permettre. Mais si ce cheminement de préparation, si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, c'est vrai que nos règles à nous aujourd'hui diffèrent de celles des temps anciens, mais quand même, il y a une logique dedans. Si cela n'est pas fait dans cette logique, si cette logique-là n'est pas respectée, je crois que c'est pour cela que nous observions cette déviance-là que nous avions aujourd'hui de plus en plus. Il y a plus de foyer en tant que tel, il y a plus de mariage en tant que tel. Et c'est désolant. C'est désolant parce que ce processus-là n'est pas respecté. C'est désolant aussi pour les enfants qui naissent de cette union-là, parce que ce sont des enfants déjà à la base traumatisés. D'accord. Oui, Didier, nous jeunes aujourd'hui, nous sommes un peu friands de ce que moi j'appelle la culture de nombreuses relations amoureuses. Aujourd'hui, nous sommes avec Is, tout le monde sait que nous sommes avec elle. Nous avons même fait peut-être 10 ans ensemble. L'homme, si c'est avec vous, vous êtes allé dire à mes parents seuls, pas forcément avec un témoin, que bon, c'est moi qui suis derrière votre fille, j'envisage telle choses avec elle.
Mais bon, par la force des choses, après 10 ans ou 8 ans ou 5 ans de relation, un petit truc qu'on s'est laissé et puis chacun prend sa direction. Voilà, alors qu'on a fait 5 ans ensemble, en tout cas un certain nombre d'années ensemble, les parents, bon, impuissants devant le choix parce qu'on a laissé choix aux enfants de décider avec qui ils iront faire leur vie. Est-ce que c'est pas un mal? Est-ce qu'on va pas finalement revenir à l'époque si belle que nous racontait tout à l'heure Monsieur Aromayo? Quand moi j'analyse un peu la manière dont on fait les choses, c'est l'interrogation directe que ça m'inspire. Vous avez bien fait quand même de dire à l'époque si belle, parce qu'à entendre M. Aromayo, on sent réellement qu'il y a une forme de programmation qui accompagne donc les époux, les futurs époux. Moi, je pense réellement que, tel que la question, vous avez posé la question, cela donne toute son importance donc au droit du regard dont nous parlons à l'instant. C'est vrai, en partie, je ne suis pas d'accord avec ce droit de regard qui parfois empêche les amoureux d'aller, de vivre pleinement leur amour, parce que est-ce que c'est si mauvais ce droit oui, mais regard? Est-ce que c'était si mauvais que ça? Apprendre des deux côtés, je crois que le droit de regard a son importance dans un premier temps, parce que ça permet déjà aux deux amoureux de se connaître, ça facilite donc le contact entre les deux familles. Mais de l'autre côté, lorsque ce droit de regard vient et n'intervient pas pour solidifier les deux amoureux, mais intervient plutôt pour dénigrer l'un en faveur de l'autre, ce qui va forcément aboutir à une rupture à contre-volonté. À partir de ce moment, le droit de regard n'apporte plus réellement à cette relation. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse voudra tout simplement choisir lui-même, parce que chez nous on dit « mais dessous nos dagma tomber nos coins mère ». Donc, lorsque vous acceptez sortir ou bien marier une femme, un homme, vous assumez pleinement. Mais vous venez de donner, vous aussi, un exemple relatif donc à 2 ans, 3 ans, 5 ans d'amitié qui du jour au lendemain... Même si c'est 1 an, c'est important. Qui du jour au lendemain, rapidement, passe aux oubliettes. Et c'est en ce moment réellement que moi, j'appelle alors le droit de regard. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille ou pas, il vaut mieux assimiler les deux. C'est-à-dire demander donc aux parents d'accompagner les enfants dès qu'ils sentent que ceux-ci s'engagent, non pas forcément pour peser dans la balance, mais qu'ils aient un œil observatoire, tout simplement, un regard observatoire pour pouvoir accompagner aux besoins, recadrer aux besoins et non directement intervenir. Parce que c'est ça, Monsieur Aromayo parlait à l'instant d'une grossesse. Oui, aujourd'hui, les grossesses font que on rentre tout simplement en mariage sans pour autant préparer cela. Et vous savez très bien que lorsque c'est... Il disait que l'enfant est consulté depuis le sein de sa mère, à qui dans sa présentation, il a parlé de la grossesse, où c'est à cause de la grossesse que parfois les jeunes se retrouvent. Non, ça c'est madame, d'accord. Voilà, donc, effectivement, la grossesse oblige de certains à se marier. Alors, oui, parce qu'on s'est donné des libertés. Oui, effectivement. À partir de ce moment, qu'il nous racontait tout à l'heure, le cheminement est tout autre. Le cheminement permettait aux familles, les tantes, les oncles et autres de voir le comportement de la fille. À l'époque, il y a les chaperons. Quand on a, à cette époque-là, les chaperons, la fille ne sortait pas seule. Donc, il n'y avait pas de grossesse à cette époque-là. Lorsque je mets tout cela ensemble, mélangé à la présentation qu'a faite la juriste, je pense que nous avons un problème d'éducation, tout simplement. Et ce problème ne peut pas être réglé seul. Les parents vont mettre les leurs. Les enfants aussi vont mettre les leurs, la société va mettre la leur, et surtout l'État central qui est en même temps le cadre juridique dont il s'agit ici va apporter. Moi, je pense déjà que si tous ceux-là se mettent ensemble et définissent clairement le chemin à suivre, honnêtement, tout le monde sera heureux et on va encore assister à moins de ruptures au niveau des foyers. On place tout sur le coup de l'éducation, mais est-ce que là tout de suite c'est éducation forcément? Monsieur Aromayo, je suis à vous. Aujourd'hui, le garçon
c'est quand lui il est prêt qu'il s'en va dire à ses parents que bon voilà, papa, maman, oncle, tante, en tout cas ceux qui sont encore à vie, que j'envisage faire telle chose. J'envisage aller faire la connaissance, j'envisage aller faire la dot à la fille avec laquelle je sors depuis un certain nombre d'années. En fait, c'est laisser complètement libre choix à monsieur de décider. Il n'y a plus forcément ce droit de regard. Quand Didier dit c'est l'éducation, est-ce que c'est réellement ça le problème de notre époque à nous aujourd'hui? Bon, il y a une contradiction dans ce que monsieur a dit. La contradiction, c'est vous parlez d'éducation, mais en même temps, l'éducation vient de qui? Des parents? Mais vous séparez l'éducation du comportement que vous espérez du jeune homme. Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ayant pont au lieu de ayant djidjo. Ayant pont. On n'épouse pas dans toutes les maisons. On ne choisit pas sa femme dans toutes les maisons et on ne choisit pas son mari dans toutes les maisons. Entre griffes, il y a des maisons dans lesquelles tu ne verras que des filles célibataires. Il y a des maisons dans lesquelles tu ne verras que des hommes célibataires. Bon, ces familles-là connaissent une certaine évolution et ce n'est pas éternel. Vous avez parlé il faut parler de changement des valeurs. Changement des valeurs. Le changement des valeurs aujourd'hui, c'est la responsabilité de la femme dans ce que nous sommes en train de dire est lourde, est très importante. C'est elle qui doit observer ce qu'on appelle, qui doit représenter tout l'honneur qu'elle porte depuis sa famille. C'est elle qui doit faire preuve de sagesse. C'est elle qui doit faire preuve d'humilité. C'est elle qui doit faire preuve de retenue. La réserve imposée, une réserve imposée à la femme. Puisque d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être ça va changer demain. Jusqu'à aujourd'hui, je sais que la femme ne peut pas voir un garçon dire toi, viens ici, j'ai envie de toi, je suis marié. C'est pas évident. Ah oui, ça peut venir. Ah ouais. On est en route. C'est pas évident. Ça se passe déjà. Oui, Donc, ça il y se a passe. toujours On voit ça. une réserve, il y a toujours un retenu. Et tout ça, c'est très important. Et tout ça, c'est espéré principalement de la femme. Ce n'est pas que les hommes aussi doivent se mettre à se mal comporter. Non. Non. Aujourd'hui, la valeur de l'homme aujourd'hui, ou de l'homme à grande tâche aujourd'hui, c'est sa capacité à consommer plus les produits européens et asiatiques que l'autre. Si j'ai un portable de 25 000 et l'autre qui est là-bas a un portable de 250 000, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Nous deux, nous présentons devant une fille. Le choix est fait. Non, pas toujours. Ça dépend de la fille, pas toujours. Ça dépend des objectifs. Ça dépend des objectifs. Pas dans les exceptions. Ah, d'accord. Dans le générique, d'accord, ok. Le générique voudra qu'on aille vers le 250 000. Qu'on aille vers 250 000. Ça, vous avez dit qu'on aille vers le Je suis dans le général. 250 000. Après que vous vous rendez compte que pour avoir les 250 000, il a posé des actes que vous n'aimez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça se casse. Quand on prend, avec le système que nous avons aujourd'hui, quand on prend 10 couples qui se forment aujourd'hui d'ici 10 ans, s'il reste 2 encore ensemble, c'est vraiment l'exception. C'est vraiment, il faut décerner le palme d'or, ces deux qui sont restés sur. Je sens aussi que M. Romagnol est un peu sévère par rapport à la jeunesse, parce que si on dit, il y a des comportements que nous, jeunes, avons. Peut-être c'est un constat. Moi, je suis dans l'actualité, je suis avec vous, nous sommes ensemble. Mais je suis en train, puisque nous sommes dans une émission qui doit apporter une certaine explication des choses, je suis en train de dire ce que j'observe, ce que je constate. Voyez-vous? Oui, donc, sûr, la famille a un rôle important. Vous avez semblé dire tout à l'heure que le rôle des parents ne doit pas être si... Oui, il a essayé de relativiser ce regard des parents-là. Les parents doivent rester des veilleurs, doivent rester là. C'est pourquoi il y a un regard observateur. Non, observateur, pas seulement observateur, parce que dans certains cas, quand la maman ou le père est sûr de ce qu'il dit, ils vont jusqu'à dire, ne faites pas. Et si vous le faites, vous le constatez à vos dépens. C'est ça qui est dommage. Et ce n'est pas... c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça se casse. Oui, vous voulez dire oui, je voudrais quand même placer un petit mot. Oui, bien c'est sûr. vrai, tout ce que M. Romagnol a dit, c'est vrai, mais par contre,
Je vais relativiser, je ne partage pas totalement Ah ouais, votre avis. de même que Il ça. est vrai, Enfin, je suis pas il seul. est vrai que les parents ont un droit de regard. Mais il ne faudrait pas qu'on confonde droit de regard à droit d'imposition. Il faudrait qu'on fasse quand même cette petite distinction-là. Le parent est un veilleur, nous sommes d'accord. C'est d'ailleurs sa mission sur terre, veiller sur l'enfant jusqu'à ce qu'il soit accompli totalement. Mais le parent n'a pas besoin d'imposer un choix à son enfant. Il lui suffira quand même de lui montrer le bien, le mal. Et lui dire, si tu vas de tel côté, tu auras tel résultat. Si tu fais ça, tu auras tel résultat. Quitte à maintenant l'enfant de faire son choix. S'il choisit s'il choisit le mal et qu'il fait son expérience et qu'il découvre que c'est mal, ben il revient en arrière. En arrière, c'est qui? Il a perdu du temps. Il a perdu du temps, mais quand même, il aura acquéri de l'expérience. Le droit de regard est là. Qui va Oui, souffrir? Est-ce que c'est la dame seule qui souffre dans ce cas ou bien les parents aussi qui C'est vont toute une famille, hein. C'est pas individuel, c'est toute une famille. Je n'en disconviens pas. Par contre, de là à ce que le parent dise à l'enfant, ne fais pas, l'enfant, c'est son droit de regard, il ne peut pas quand même imposer à l'enfant. Vous m'amenez à parler alors de la notion de famille. La famille, c'est comme si on est en train de banaliser la notion de famille. La famille, quel que soit. Il fut un temps, si vous commettez une bêtise dans la rue et qu'on vous conduit au commissariat, on vous dit de donner votre nom de famille, vous avez de la peine à dire. Aujourd'hui, vous pouvez le dire. Je suis tel. Et donner parce que... Mais entre-temps, dans les années, je peux pas vous... Dans les années 90, bon, dans les années 80, 70, 80, vous ne pouvez pas aller au commissariat pour dire, on dit, bon, vous avez fait une bêtise et on dit, quel est votre nom? Vous aurez de la peine à dire le nom de votre famille. Pourquoi? Parce que vous portez Cette famille-là. cette famille. Vous portez cette famille. Et quand vous allez quand la fille rentre dans une nouvelle, dans une nouvelle famille, elle porte avec elle le poids de sa famille. C'est pourquoi la famille est en train, le droit de regard est très important parce que si là-bas elle fait une bêtise, ce n'est pas à elle seule, comme vous venez de dire, oh, c'est facile, bon, elle s'est cassé la gueule, elle va revenir. Non. Non. Mais moi, j'ai fait une mauvaise C'est expérience. la misère Un de la instant, famille. Didier, un La instant, maman va Didier. souffrir. Vous allez Le tous papa parler, va souffrir. rassurez-vous. Tout le monde va souffrir. D'accord, elle peut continuer rapidement. Mais oui, elle peut continuer. Oui, allez-y, Ok, madame. d'accord. Oui. Alors, on parlait du droit de regard. En fait, c'est clair que quand elle fait une mauvaise action, cela rejaillit sur sa famille. Nous sommes tous d'accord. Mais le droit de regard dont il s'agit ici, c'est ce droit-là qui permet à un parent, à un père ou à une mère d'orienter son enfant dans le droit chemin. Mais si tu orientes l'enfant et que l'enfant dit non, je ne veux pas, cela ne me sied pas, cela ne va pas à mon avantage. Est-ce que vous saviez qu'il peut arriver que les parents fassent des erreurs également? Les parents peuvent faire des erreurs. Donc, si ce droit de regard là, surtout dans le choix du conjoint, que ce soit femme, que ce soit homme, dans le choix du conjoint, et que le droit de regard du parent, qui dit, l'enfant te dit aux parents, c'est telle personne, c'est avec telle personne j'ai envie de continuer, c'est avec telle personne j'ai envie de faire un cheminement, de passer ma vie et tout. Le droit de regard donne la possibilité aux parents, autant pour moi, de suivre ce cheminement-là. C'est-à-dire de suivre cette relation, si je peux me le permettre, cette amitié-là avec son enfant. Ça va permettre à l'enfant, à chaque fois qu'il y aura un petit souci, puisque quand deux personnes se mettent ensemble, il y a toujours de petits problèmes. À chaque fois qu'il y aura un petit souci, de revenir vers son parent, de lui poser le problème. Et c'est de là maintenant que le parent pourra l'orienter. Et c'est là qu'agit le droit de regard. C'est de là que le parent pourra l'orienter pour lui dire, mais attends, tu es sûr qu'une personne qui se comporte de telle manière, avec tel acte, telle chose, tu es sûr que cela va t'amener loin? D'accord. C'est là le droit de regard. Moi j'ai une question pour vous. Vous avez nuancé droit de regard, d'accord, mais pas droit d'imposition. Oui. Est-ce que quand c'est imposé, c'est si mauvais que ça? Alors, est-ce que quand c'est imposé, Oui, c'est parce si que mauvais que ça? Peut-être pas la génération de nos parents à nous directement, peut-être la génération avant nos propres parents. Oui. Est-ce que cette génération-là, on ne dit pas, comme M. Aromayan l'a dit, toi, je veux que tu ailles prendre ton mari en tant que femme dans cette famille-là, parce que cette famille, je l'apprécie, ou cette famille, j'ai peut-être une dette envers... Il y a également les conditions de dette. En tout cas, c'est les parents qui voyaient cette famille
elle a une aisance assez intéressante qui va apporter quelque chose à notre famille, à nous. Et je voudrais que tu y ailles. Et effectivement, il y a des cas, vous avez donné l'exemple quand c'est mauvais, ok, d'accord, mais il y a des cas que c'est bon. Est-ce que c'est si mauvais que ça quand le parent impose? C'est ça ma question en vous donnant ces exemples-là pour que vous puissiez argumenter. Ok, alors là tout de suite, le parent a laissé quand même une ouverture. Quand je prends l'exemple que vous venez de me donner, le parent a dit à son enfant, je veux que tu prennes ton partenaire, tu fasses le choix de ton partenaire dans cette famille. Il ne lui a pas dit, déjà il y a une imposition, oui, on est d'accord, mais il y a imposition. quand même une petite ouverture parce qu'il ne lui a pas dit, je veux que tu prennes Pierre de cette famille ou bien Jacqueline de cette famille comme conjoint. Mais il y a également, je veux que tu prennes Pierre de cette famille. Ah, mais là, alors, ça devient mauvais parce que, en fait, la fille ou l'enfant peut ne pas vouloir être avec cette personne-là. C'est clair. C'est clair. Mais est-ce que c'est, un instant, est-ce que c'est forcément sa volonté qu'on voit tout de suite à la surface? En fait, j'ai comme l'impression qu'on surfe sur la surface. Est-ce que c'est forcément la surface qu'il faut voir ou bien les bienfaits qui vont en découler? Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, le cheminement a son importance. Et quand le cheminement il est bien fait, contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui de nos jours à nous, quand il est bien fait, cette fille-là reste dans cette famille ad vitam aeternam, je ne sais pas comment on dit en amont. Maintenant que le droit de regard là, est supprimé, là, nous sommes dans une émission. Oui. On ne serait pas dans l'émission en train de parler de ça si ça va marcher. Non, mais on va la laisser répondre pour pouvoir alors, dire je vais répondre à votre question. Oui. Vous aviez dit que même quand c'est imposé, il arrive qu'elle reste dans ce foyer-là jusqu'à la fin de sa vie. Mais saviez-vous ce qu'elle endure dans ce foyer-là? Elle est restée dedans. C'est si mauvais. Non, je n'en disconviens pas. Elle est restée dedans. Ok, d'accord. Elle a eu ses enfants. Elle a eu tout, d'accord. Mais est-ce que dans le fond, vous saviez ce qu'elle a eu à vivre? Puisque si vous aviez cette chance-là de discuter quand même avec ces personnes-là, ils vous diront, j'avais mon amour de jeunesse, j'avais mais parce que mes parents ont une dette, par exemple, envers cette famille-là, j'ai dû prendre pour époux ce monsieur, tel monsieur, pour pouvoir satisfaire aux besoins de ma famille. J'ai dû faire tel. Donc, vous sentez déjà qu'il n'y a pas ce consentement mutuel-là de cette personne elle-même. C'est-à-dire, sa volonté n'est pas prise en compte. D'accord. Maintenant, sa volonté n'est pas prise en compte. Ok, elle a pris sur elle. Elle a vécu dans ce foyer-là. Mais est-ce que vous saviez comment elle a vécu? Saviez-vous si elle a été heureuse? D'accord. Oui, le consentement, ça se constate au départ. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on nous laisse le choix de choisir, de cheminer, d'aimer. À l'époque dont nous parlons aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps de cheminer. Mais le cheminement se fait à l'intérieur. À l'intérieur, mais on finit par aimer. Quelqu'un avec qui vous vivez, vous finissez normalement par l'aimer. Normalement, je dis normalement. Forcément, je peux avoir dans le choix là, c'est que l'amour n'est pas comme ça. Je peux avoir de l'affection pour la personne avec qui je vis, avec le temps. Je peux pas des amours. Je peux peut-être avoir on va dire, de l'admiration, de la considération, de l'affection, si je peux me le permettre, mais pas de l'amour réel en tant que tel. Là, vous lancez une autre question. Est-ce que l'amour existe? Je dis non. Oui, absolument. Il faudrait qu'on. Oui, moi je dis entièrement, à l'imposition, je dis entièrement non, parce que j'en ai fait l'expérience, parce que je sais aussi qu'il y a des gens autour de moi qui ont fait l'expérience, et l'expérience la plus récente, c'est par rapport à un ami avec qui je suis souvent, et dont les parents de la fille sont intervenus dans la relation, et le parent a clairement désigné comme quoi, bon, ce choix est mauvais après qu'ils aient déjà un enfant. Du coup, la fille est partie, elle n'a pas résisté à la pression des parents, elle est partie, mais en 3 ans, elle a changé, 2 hommes avec 2 enfants. Du coup, vers 2 heures du matin, elle appelle mon ami pour dire, mes parents ont péché. Et pendant qu'elle le disait, c'est qu'elle sortait déjà de la maison du monsieur, se dirigeait vers la maison de ses parents-là. Lorsque je regarde cela, et vu moi-même, mais puisque j'en ai été victime, je dis l'imposition, elle est mauvaise. Je crois clairement qu'il faut tout simplement accompagner et, comme l'a dit la juriste, apporter des idées. Vous savez, si moi j'ai un parent comme Monsieur Aromayon dans mon quartier, je pense qu'il constitue une expérience. Je ne serais pas fatigué de passer le voir de temps à autre pour lui poser un certain nombre de cas et avoir je ne suis pas contre la personne de Monsieur Aromayon, mais je crois que lui-même personnellement, il reste et demeure une expérience, quelqu'un avec qui on peut aller prendre des conseils. Mais je pense que l'imposer de cette
cette manière-là, ça n'avantage pas toujours. Aujourd'hui, le choix est donné à la jeunesse de faire tout simplement, de choisir lui-même, de décider et donc d'assumer tout simplement. Mais derrière, les parents sont là pour nous accompagner et en même temps nous orienter. D'accord. Bon, deux jeunes comme deux personnes âgées. C'est compréhensible, ça de l'époque. Ça de l'époque, oui. Mais Andrea Bachouba, vous avez la parole. Bon, tout ce qu'on a dit là, les jeunes ont raison. Parce qu'ils parlent d'une époque, de leur époque aujourd'hui. Et nous autres, nous parlons de notre époque. Vous voyez que, quelque part, on peut parler de un dialogue intergénérationnel. Nous allons vous donner raison. Mais il va falloir que vous preniez des exemples depuis la base, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Donc, les bonnes mœurs, les valeurs, il faut pouvoir les cultiver. Et il faut pouvoir en saisir l'opportunité parce qu'elle n'arrive pas souvent. Vous comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je voudrais juste dire que tout ce qui a été dit là, il faut voir que quand on vous oriente, vous ne perdez pas. Mais vous avez, dans quel mariage il n'y a pas de douleur? Que ce soit vous-même qui aviez choisi, vous avez toujours la douleur. Que ce soit orienté, vous allez toujours trouver la douleur. On choisit même des fois, ça se casse. Ça se casse. Et ça ne continue plus. Donc on ne peut pas tout mettre sur... Qu'est-ce qu'il faut voir aujourd'hui? Il faut voir que vous devez être prêt. Il y a l'âge nubile, bien sûr, mais il faut être prêt. Parce que si vous n'êtes pas prêt pour un mariage, vous aurez beau faire, vous allez toujours vous casser le nez. Parce que quand les parents vous orientent là, c'est parce qu'on sait que dans ce milieu-là, les gens sont, le jeune pour lequel on a préparé la fille, il est déjà prêt. Même au niveau de Ève et Adam, il y avait d'abord un jardin. C'est parce que le jardin là était là, on sait qu'ils doivent trouver quelque chose à manger dans ce jardin-là que ça a été conçu. Donc, s'il n'y a rien à manger, la femme d'abord ne sera pas là. L'homme, s'il n'est pas prêt, comment dire, il faut s'apprêter. Si vous n'êtes pas prêt, donc la dot, ceci ou cela là, c'est la femme. La famille qui accompagne le garçon, le futur époux, à faire ça. Mais aujourd'hui, c'est vous-même qui prenez la charge. Et des fois même, on va dire, si vous êtes ensemble avec une fille qui est un peu aisée là, vous demandez à ce que ce soit la fille qui fasse les actes. Ça va à l'envers, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme et la femme doivent contribuer à faire ça là, parce que plus tard, il ne faut pas qu'on s'endette et quand on doit vivre ensemble, qu'on puisse ne pas vivre à cause des moyens qui vont être insuffisants et tout ça. Mais il faut faire le juste milieu. D'accord. Je vais resituer le débat et reposer ma question afin qu'on se relance dans les échanges. Je demandais tout à l'heure, mais Andrea Bachouba, puisque je reste avec vous, le choix qui est totalement libéré, est-ce que ça n'a pas, ça n'agit pas un peu trop sur les jeunes, comme je le disais tout à l'heure à M. Aromayon, c'est quand le garçon il est prêt qu'il s'en va voir ses parents pour dire je veux épouser cette fille. Et c'est à ce moment-là que les parents sont au courant que ben voilà, ce jeune homme-là veut faire un geste. Ils n'ont pas du tout parole dans ce cheminement qu'il a eu à faire avec l'enfant d'autrui, la fille d'autrui. Et c'est quand lui il se sent prêt. Il y a même des jeunes qui ne sont jamais prêts. C'est l'enfant qui oblige maintenant à aller faire la dot. C'est ça le mal. C'est ça le mal, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de suivre cette fille-là qui doit arriver dans ce foyer prochain-là. Maintenant... Vous n'êtes pas un peu trop laxiste, vous, nos parents d'aujourd'hui? C'est un peu, ou bien c'est nous les fautifs? C'est vous qui nous amenez à faire ce que vous voulez à des moments. Ah d'accord. Mais en fait, ce ne doit pas être ça. Vous devez suivre au moins ce qui se passe. Hein? Donc, ramener... Le jeune homme n'appelle jamais les parents de la fille. C'est le jour où il a dit que papa, c'est moi qui suis dans... En fait, ce n'est pas l'homme et la femme que vous voyez là comme ça, mais ce sont des familles qui doivent s'unir, qui doivent rester ensemble. D'où la notion de famille que évoquait tout à l'heure M. Aromayon. Donc, c'est toujours la notion de famille. Et ça, toujours, tout tourne autour de ça. L'éducation tourne autour de la cellule familiale. Il faut toujours aller vers là. Donc, mais quand même vous dites ça, la fille qui doit aller vers le monsieur là, est-ce que, c'est pourquoi les filles aujourd'hui disent,
je veux pas de belle-mère. Il faut que ma belle-mère là meure d'abord avant que je ne vienne. Après que souvent c'est pas le beau-père, mais c'est le problème de la belle-mère parce que la belle-mère est là pour observer les déviances de la jeune fille. Il faut pas qu'elle soit, si elle soit ça. Sinon, elle est sorcière. C'est ça, oui, c'est ça. Et quand on commence même déjà à avoir les cheveux blancs, on est sorcière, même déjà, même avant de venir voir que. C'est ça le mal. Oui. Donc, il faut déjà des fréquentations dans le couple. Ben, vous ne pouvez pas aller prendre une femme comme ça et dire, ça là, c'est celle-là que je veux. Au moins là, une de vos soeurs l'a déjà vu. Une maman, votre maman a peut-être une opportunité. Mais une soeur, écoute, on vieille. Et selon combien et non pour m'aider à mais chacun reste dans son coin. Le garçon ne veut pas demander. D'après les parents de la fille aussi ne veut pas savoir. Et ils vivent, enfin comme ils ont une maison ensemble, ils vivent ensemble. Il faut aller voir. Il faut de façon très. Comment elle se comporte à la maison, c'est ça. Et puis il faut également se prendre. La maman de la fille aussi peut aller dans la. Moi, par exemple. Il y a des gens qui enlèvent totalement la bouche de leurs parents, de leur relation. Quand mes enfants, c'est un drame. Quand des amis viennent là, c'est toi là, comment tu t'appelles? Ou ton papa? Ta maman? Où est-ce que tu restes? Mes enfants disent que maman, tu es gendarme. Mais c'est ça. C'est mieux, on préfère les gendarmes. Oui, monsieur Aromayon, vous voulez parler. Vous avez la parole. Je voudrais mettre l'accent sur deux aspects qui me semblent importants par rapport à ce droit de regard. Monsieur Aromayon revient là-dessus. Non, je ne vais pas traîner là-dessus. D'accord. Le lieu de rencontre a son sens. Si le jeune homme rencontre cette femme-là, cette fille qui sera son épouse-là, dans une buvette, et c'est toujours dans la buvette-là, il doit savoir que ça va finir dans la buvette. Non, papa, monsieur Aromayon, c'est pas évident. Moi, je pense beaucoup plus que c'est ça. Bon, laissez monsieur Aromayon aller. C'est pas vrai. Monsieur Aromayon, vous pouvez continuer, vous avez la parole. Ok. Il y a maintenant, et c'est plus sérieux parce que là, c'est plus sérieux. Il y a la dimension spirituelle. Il y a la dimension spirituelle qui intervient dans le droit de regard. Pourquoi la maman ne veut pas qu'on aille là? Ce n'est pas seulement parce que là-bas c'est la pauvreté. Non. Il y a la dimension spirituelle. Que la maman a senti quelque chose, a dit, ah, si tu vas là, et nos mamans ont cette capacité d'identifier facilement ces formes de danger qui cachées sous la cendre. C'est un sixième sens. Sixième sens. C'est l'intuition. Et quand vous parlez tout à l'heure du droit de regard qu'on doit atténuer, qu'on doit ennuyer, etc., je dirais, le droit de regard, quelquefois quand la maman dit ou bien le papa dit ça c'est pas bon ou si c'est bon là, ils sont déjà allés chez le Bokono. Oui. Ils n'ont pas besoin de vous consulter. De ce point de vue, ils n'ont pas besoin de prendre votre avis. Non. Et le signe leur a déjà dit des tas de choses. Qui ne promettent pas. Le signe du phare. Oui, a déjà fait une certaine projection, machin. Mais le problème aussi qui va se poser, c'est que il y a les églises qui sont venues, je dis les églises en général, je ne particularise pas, je ne souligne pas une église par rapport à une autre. Chaque rue aujourd'hui a son église. Les églises ont pris la place de la famille. Il y a des églises qui organisent la dot. Il y a des églises qui organisent tout ce rituel que j'ai défini, cet état civil que j'ai défini tout à l'heure. Les églises, je dis bien les églises, s'emparent de cette tâche dévolue aux familles. Et qu'est-ce qui se passe? Tout va dans tous les sens. Tout va dans tous les sens. Parce que le pasteur, le prêtre, tout ça, c'est des interprétations. Sur la base de leur livre, c'est des interprétations. Comment eux peuvent-ils se permettre de remplacer la famille? Il ne faut pas remplacer la famille, il faut chercher à corriger, enfin, à améliorer la famille. Non, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Bon, moi, je n'ai pas connaissance de cela, mais est-ce que ce n'est pas aussi les familles qui leur donnent plein droit? Non. C'est une question que je pose à M. Aromayon. Quand vous parlez de famille aujourd'hui, nous parlons de famille aujourd'hui comme si la famille dont nous parlons là,
spontanée a commencé avec que vous êtes jeune, vous appartenez à ce temps d'aujourd'hui. Cette famille a connu la même chose. C'est-à-dire la déviance, le problème que nous connaissons aujourd'hui, ça a commencé il y a plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc nous aussi, nous sommes dedans. D'accord. D'accord. Nous aussi, nous sommes dedans. Oui, allez-y. Oui, pour appuyer un peu ce que monsieur a dit, c'est effectivement les églises ont le pas parce que à peine 3 semaines maintenant, à peine 3 semaines, non, ou certaines églises, d'accord, mais à peine 3 semaines, je devrais assister à un mariage dans un arrondissement de la place où c'est le pasteur qui a demandé à ce que les parents ne viennent pas, à ce que les amis ne viennent pas non plus. Les deux mariés, l'homme et la femme, se sont présentés. La femme avec son petit frère, l'homme avec sa petite sœur et plus les parrains qui sont envoyés par l'église. Je vous assure, quand l'officier civil d'État est venu, le CA en question, il a fait le contrôle et a demandé les parents de la fille, ni papa, ni maman n'étaient là, les parents de l'homme, ni papa, ni maman étaient là. Il n'est pas allé loin, il a su. En même temps, il a interrompu. Ça, c'est un mariage à problème, il ne pouvait pas continuer. Parce que c'est, selon l'information, selon le couple, c'est le pasteur qui a dit qu'ils n'ont pas besoin de la présence de tous ceux-là. Ils n'ont qu'à partir faire ça et après, on va tout organiser à l'église. Je continue en disant que vous avez c'était juste pour montrer à monsieur Aroma que dans ce sens, il a raison. Nous avons cassé ce droit de regard, on est allé jusqu'à remplacer les familles. D'accord. Remplacer les familles. Il n'y a pas que les églises, il y a aussi d'autres organisations. Des congrégations qui sont dans ce jeu-là. Donc, moi, tant que la famille, et je parlais de dimension spirituelle, la dimension spirituelle est capitale. Ah oui. Je disais aussi, il y a des maisons dans lesquelles on n'épouse pas. Oui. Il y a des maisons dans lesquelles il y a déjà des problèmes. Et ces problèmes-là sont révélés. C'est les parents, soit du garçon ou les parents de la fille, qui ont cette intuition ou cette démarche clandestine pour déceler, pour identifier les raisons qui les poussent à dire « Vijay, my final mieux ». Sinon, il faut reconnaître, dans le passé, la femme jouait le grand rôle d'être l'outil de pacification des conflits entre les familles. Parce que je vous vois jeune là, quand on dit ceci, vous allez toujours à l'extrême. Il y avait toujours une voie de milieu. La femme est utilisée pour pacifier les conflits. Aujourd'hui, il n'y a plus de conflits ouverts. Clanique, Mais les conflits ont changé, ont connu certaines mutations. Et aujourd'hui, le poids de l'argent, le poids de ceci, nous sommes dans... Vous êtes revenu sur le Yampon, oui. Il faudra placer un petit mot par rapport à ce que M. Aromarion a dit. Oui. C'est déjà par rapport au volet spirituel que vous avez souligné. Vous saviez, nos parents ont, je ne vais pas dire mauvaises habitudes, loin de là, mais ont l'habitude de faire cette rétention d'informations, si je peux me le permettre. Vous aviez dit tout à l'heure qu'avant de dire à son enfant, ne va pas là, ne fais pas tel, c'est que le parent a déjà vérifié derrière, c'est qu'il a déjà lui amené certaines démarches. Mais mets ton enfant au courant. Dis à ton enfant, je te dis, je t'empêche d'aller là-bas parce que j'ai eu à faire telle démarche qui a révélé telle chose. Non, ça c'est la mentalité occidentale. Je dis ça parce que l'enfant à qui vous dites, ne fais pas ça, point, c'est qu'ils se sont frustrés. Comment ça, ils se sont... Mais si vous lui donnez les arguments... Quand les enfants sont allés à l'école... L'enfant a soif de la connaissance. Non. L'enfant a soif de la connaissance. Je nous donne un simple exemple. Je suis amoureuse de tel. Voilà, je l'aime, on a point fini et tout. Mais on me dit... Ça n'existe pas. Non, c'est un exemple, quoi. Et on me dit, tout de go, tout gaillardement, tu dois stopper cette relation-là. Sans argument, sans explication. C'est dans cette logique que je suis en fait. Et c'est pour ça que je dis que nos parents ont cette habitude de faire de rétention d'informations. Parce que je me dis, si le parent fait asseoir son enfant et lui dit, ma chère fille ou bien mon cher garçon, je sais que tu es en cheminement avec telle personne. J'ai eu à mener telle démarche. J'ai fait certaines recherches qui m'ont
Voilà ce qui m'a été révélé. Je pense que ça va le faire travailler. Mais l'acceptation n'est pas Mais- comme ça. Non, mais ça il va va le faire remettre en cause. C'est quoi spiritualité? Justement. Je n'y crois pas parce qu'il y a ci, il y a ça. Mais- Moi, on va évoluer. Ça va évoluer, remettre en cause. Oui, on va évoluer toujours avec. On va revenir au cadre législatif. C'est Youvo qui parle. Non, même pas. On va revenir au cadre législatif. Je vais vous demander, madame, s'il y a le législateur a prévu un délai pour faire ces fiançailles-là. Un délai pour faire les fiançailles, Oui. non. Le législateur dit en fait que deux personnes qui se sentent prêtes, qui voient qu'ils sont capables, qu'ils sont maintenant, qu'ils veulent s'unir, peuvent faire la connaissance mutuelle des parents ou communément appelé les fiançailles. C'est ce que le législateur dit. Et il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps qu'il faut suivre, c'est-à-dire je fais les fiançailles, quelques temps après je me marie, non. Il y a Le pas. législateur va jusqu'à nous dire que les fiançailles vos promesses de mariage, pas mariage. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les fiançailles peuvent ne pas conduire au mariage. Ah, on peut rompre. On peut rompre et unilatéralement en plus. Ah. Oui, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes un couple, on a fait la connaissance des parents. Mais après un moment, je vois que ça ne me correspond plus. Je peux prendre la décision de rompre. C'est Ah, comme d'accord. c'est comme passer dans un marché où on vend du gari. Vous goûtez à tous les garis, vous rentrez chez vous, vous pouvez prendre de l'eau. Non, ce n'est pas... Monsieur Aromayon. En fait, pourquoi on parle C'est de... pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Oui. Pourquoi on parle de rupture unilatérale? Je donne un simple exemple. Par exemple, un des conjoints a trompé l'autre, par exemple. Celui qui a été trompé peut prendre la décision de rompre. C'est unilatéral. Ou, autre exemple, il voit que comme, par exemple, Monsieur Aromayon, l'un de ses enfants, par exemple, qui est dans un cheminement de fiançailles avec une dame, et il a mené des démarches derrière qui ne va plus, il dit maintenant à son enfant, là, je ne te veux plus là-bas. Pour telle chose, ou simplement, le garçon peut prendre la décision de rompre. Ah, mais il doit pouvoir me dédommager. Est-ce que le législateur l'a prévu? Et c'est là que Il doit pouvoir me dédommager. Et c'est là qu'intervient la rupture abusive. Parce que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et c'est là le législateur nous parle de la rupture abusive. Et quand il y a rupture abusive, il faut des dommages intérêts. Mais comment qualifier cette rupture abusive là? C'est là où notre législation est restée un peu silencieuse. Mais quand je me réfère à la législation française, il y a de ces cas là où on dit que, par exemple, la jurisprudence française dit qu'il y a rupture abusive, qu'on peut dédommager, qu'il peut y avoir des dommages-intérêts. Quand, par exemple, cette rupture-là a causé des traumatismes, quand c'est des fiançailles qui ont duré assez longtemps et qui, maintenant, la rupture intervient brusquement, voilà, et quand il y a des problèmes qui sont intervenus après la rupture, etc. Nous sommes chez nous ici. C'est vrai qu'il y a une jurisprudence Voilà. en France. Donc, chez nous, ici, le législateur nous dit que quand, en cas de rupture abusive, il faut des dommages-intérêts. Maintenant, reste à prouver comment cette rupture-là Elle est est abusive. Si Et tu- l'appréciation des preuves est laissée Voilà, au juge. au juge. Reste à prouver comment cette rupture-là, elle est abusive, c'est-à-dire quel traumatisme cela t'a causé, etc. Wow. Là, vous m'embouchez. Oui, monsieur Aromayon. Juste par rapport par rapport à votre développement, c'est ça qui crée justement des problèmes. Vous allez apprendre qu'on a tué telle fille, les gens parce que le tribunal se trouve en ville. Hein. Le tribunal n'est pas chose. En ville, vous pouvez... Non, pas forcément systématiquement en ville, monsieur Aromayon. Il y a des- Il y a des tribunaux des dans... tribunaux non, partout. Oui, il y a des tribunaux partout. Est-ce que les gens... Et est-ce ces tribunaux fonctionnent. je veux juste dire que c'est dans les villes que vous semblez connaître vos droits et que vous posez des problèmes. D'accord, de dit droits. comme ça, ok. Bon. Donc, Encore que ben oui, les bien- droits vont déjà dans les milieux ruraux. Bon, il y a beaucoup de choses Avec que vous la ne savez pas et représentation des que institutions qui j'apprends sont dans au le niveau développement local. de madame. Donc, dites-vous que quand nous parlons de droit de regard de la famille, ce n'est pas si systématique que, c'est-à-dire,
si nous ne faisons pas attention, nous allons mettre une affiche de méchants sur les parents, nous allons considérer les parents comme des gens, des abrutis qui sont toujours en train de vouloir pousser les filles dans un sens ou dans un autre, etc. Non, c'est tout un processus aussi. C'est tout un processus. Et quand c'est la maman qui dit, je ne vais pas là, hein, il y a des tantes, il y a des frères. La fille se présente chez son oncle pour dire, oncle, voici ce que Mikmohami. C'est ce Mikmohami-là qui a totalement disparu. Et c'est ça qui fait que ça se casse. Ne rejetez pas ça. Nous ne faisons que vous aider à mieux faire les choses, à bien faire les choses. Ce n'est pas un droit de regard tel que nous expliquons de façon cartésienne, de façon 1 plus 1 égale 2 là. Ce n'est pas comme ça. Il y a trop de choses derrière. Et surtout quand on vient aux ruptures abusives, comme on dit là, il se passe des choses difficiles à expliquer. Vous prenez l'argent, le gars, il ne veut pas laisser. Hein. Surtout quand vous allez dans certains milieux, on vous règle votre compte. Hein. Par rapport à ce que M. Ahomarion vient de dire, quand il y a rupture abusive, rien n'oblige le partenaire qui a reçu des cadeaux à le retourner. Je ne sais pas si j'ai expliqué. Avec des intérêts? Non, mais les intérêts, c'est la loi qui le fixe. Ça veut dire les fiançailles, la manière de faire est laissée à l'homme, d'accord, mais ce qu'il donne, rien n'oblige à la fille à lui rendre cela. Il n'a pas droit de recours pour qu'il récupère ce qu'il a donné parce que la loi ne lui dit pas de donner quoi que ce soit. Et puis, s'ils sont en relation, s'ils sont en fiançailles, il a eu à faire des cadeaux. C'est de bonne guerre. C'est parce qu'il a voulu, il a fait des cadeaux. Maintenant, dit qu'il y a eu rupture, les fiançailles sont rompues, qu'il doit récupérer ses cadeaux. Son recours ne va pas porter devant la loi. Si ça ne dure pas, oui, au niveau de l'étape des fiançailles, ça ne dure pas. Parce que c'est parce que vous êtes prêts. Et ça fait partie d'une étape avant le mariage. Donc, ça ne doit plus durer. C'est vrai qu'on n'a pas donné le délai, mais c'est quand vous vous sentez prêt que vous vous engagez. C'est un engagement, c'est une question de responsabilité. Et vous donnez votre promesse. Vous avez donné, quand on donne parole, il faut toujours la tenir. Ça, c'est ce que le bon sens voudrait. L'honneur aussi. Oui, c'est ça, pour votre honneur. Là, il va de l'honneur. Pour l'honneur d'une famille aussi. Oui. L'honneur d'une famille. En fait, on ne se marie pas, c'est pas les deux là qu'il faut voir. Non, mais au-delà des deux, il y a les familles. Si ça se passe comme ça, oui, que vous mettez, c'est la honte pour vous et pour votre famille. Vous comprenez? Donc, c'est quand vous êtes prêt, vous vous sentez prêt, que vous allez vers cette étape de fiançailles-là. Et ça ne dure pas pour le mariage. Donc, des fois, 1 an, au plus 2 ans, parce que ça ne dure pas. C'est juste une période pour vous préparer et organiser cette célébration. Alors, oui, rapidement. Oui, la loi dit en fait que les fiançailles ou la connaissance mutuelle des parents vaut promesse de mariage, pas mariage, simplement parce qu'elle a prévu qu'il peut y avoir des ruptures. D'accord. Parce que chemin faisant, on peut se rendre compte qu'on ne peut plus continuer. Et là, il y a rupture et ce n'est plus le mariage. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mariage au bout. Cela ne veut pas dire que les fiançailles ne vont pas conduire au mariage, mais quand même, la loi, elle essaie d'être neutre et impartiale. Oui. Voilà. D'accord. Mais elle n'est pas d'accord. Moi, je pourrais dire que peut-être ça peut se passer comme ça parce que si l'homme décède, ou bien un des conjoints décède avant le mariage, là, c'est pour ces ouvertures-là. Mais maintenant, que ça va plus continuer. Je vais laisser, si vous me permettez, je vais laisser mon manteau de juriste. Mémé, aujourd'hui, je vais dire Mémé parce que aujourd'hui, on observe tellement de cas dans la société. Vous aviez dit tout à l'heure que pour vous, selon vous, c'est que s'il y a rupture de fiançailles, c'est que le fiancé décède. Et puis, c'est ça la norme que vous autorisez, n'est-ce pas? De plus en plus, nous sommes jeunes. Heureusement, il y a des jeunes comme moi sur le plateau. De plus en plus aujourd'hui, on remarque que on fait les fiançailles, la cérémonie de fiançailles, tout est fait, on porte la bague bien, correctement. Hein. Des années après, je dis bien des années parce qu'on va même jusqu'à faire 3 ans, 4 ans de fiançailles. Et on a l'habitude même de se taquiner le Seigneur des Anneaux. Parce que tu portes la bague depuis, mais il n'y a pas de concrétisation.
Mais des années après, le monsieur se lève un beau matin et te dit qu'il ne te veut plus. Mais comment vous avez apprêté vos Oui, c'est ça, je dis. C'est même que pendant le mariage, vous pouvez vous quitter. C'est là où on parle de divorce. Mais Oui. si vous ne vous êtes pas apprêté, il y a toujours des... Est-ce que vous êtes allé voir vos parents? Il y a au moins cette sécurité-là qu'on c'est doit ça, se je faire. dis justement, mais Parce que quand les parents sont là comme des garde-fous. des garde-fous, C'est ça, je dis, ce mais n'est pas facilement que ça se défait. il y a des tas et j'en connais tellement que Oui, mais en ce moment-là, Oui. bon, il y a eu déjà la préparation, toute la connaissance. C'est déjà même des familles qui se côtoyaient bien c'est avant vrai, même. ça se passe à contre-courant. Vraiment. Ça veut dire que quelque part aussi, ça vous fait souffrir, ça fait souffrir. Mais c'est la femme qui souffre le plus. Donc c'est à la femme aussi de pouvoir se prendre très tôt pour savoir que viens chez mes parents. Très tôt là, il faut l'amener. Parce que ça ne se retrouve pas en route et puis ça se prend. J'ai toujours dit ça. On va faire un tour à la régie pour écouter la voix populi avant de revenir sur d'autres aspects. L'autre aspect que nous allons aborder cette fois-ci, ce sont les fiançailles qui durent éternellement. C'est-à-dire, vous avez dit que le législateur n'a pas imposé. C'est soit vous faites votre, en tout cas, connaissance mutuelle. En tout cas, les intéressés font la dot. Et puis bon, ça ne se concrétise jamais par le mariage. Voilà, c'est cet aspect qu'on va aborder dans la seconde partie de cette émission. Bon, en fait, le fiançailles, c'est un système ou bien un signe ou bien une alliance entre un jeune homme et puis une fille. C'est le fiançailles, ça c'est ça qu'on appelle fiançailles. C'est l'alliance entre un jeune homme et puis une jeune fille. Bon, moi, à mon avis personnel, ouais, la dot aujourd'hui, ça laisse à penser. Parce que quand vous voyez aujourd'hui de nos anciens temps, le temps de nos pères, nos aïeux, lorsqu'on dit on dote une femme, c'est que, excusez-moi, entre parenthèses, cette femme vous appartient complètement. Et vous avez le droit absolu sur elle. Mais aujourd'hui, de nos jours, où une femme que peut-être une femme que vous avez dotée, et que cette femme-là quitte la maison, elle ne vous dit pas là où elle s'en va, elle revient, vous la demandez, vous allez où, on vous dit, vous n'avez pas le droit de demander. Cette femme qui, elle demande son téléphone, vous n'avez pas le droit de fouiller son téléphone. Et une femme qui veut faire quelque chose, vous dites, s'il vous plaît, ma chérie, ne faites pas ci, elle me dit, non, vous n'avez pas le droit, j'ai le droit de faire ci, le droit de faire ça là. Elle dit, cette femme, vous pouvez faire doter, vous pouvez doter cette femme. Vous la dotez, alors là, c'est que vous la dotez, vous n'avez pas... le dot aujourd'hui, la dot aujourd'hui, aujourd'hui n'a pas son sens. Ça n'a plus sa valeur. Tout homme fait doter sa femme. C'est à voir aujourd'hui le comportement des femmes qui fait que on se retient. La loi dit pour lui. Est-ce les réalités aujourd'hui? Une femme que vous mariez aujourd'hui, que devez vous la retrouver ailleurs. Une femme que vous mariez aujourd'hui, et d'abord le mariage même là, c'est quoi? C'est la sincérité, non? La sincérité. Et je parle aussi des femmes, les hommes aussi. Tu maries ta femme et puis après tu sors, tu vas, c'est toi qui as un bureau, deux bureaux, on dit que l'homme peut se marier, l'homme peut, ça là c'est faux. Quand vous faites tout ça et que ça vous amène au mariage, c'est la sincérité, c'est la vraie sincérité. Mais aujourd'hui là, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, peut nous amener à ça. La loi dit, ce que la loi dit c'est vrai, mais la réalité même là, est-ce que c'est ça? La réalité c'est pas ça. Donc vraiment, nous allons encore, on est en train de réfléchir pour voir ce qui ça va. Sinon, aujourd'hui, de nos jours, ça nous donne beaucoup de réflexion. D'abord, le mariage, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais attention, ça vous a d'autres personnes, quand il y a d'autres qui attendent, c'est après peut-être 2, 3, 4 enfants, 5 enfants, 5 enfants, qu'on passe à doter la femme et marier la femme. Parce qu'on se dit maintenant, là où elle est maintenant, là, je peux la doter, je peux la marier. Mais le mariage qui se fait de façon sans enfant, très jeune, là, vous voyez, vous me suivez, vous voyez ce qui suit après. Soit c'est la séparation, soit c'est la démarrage chez la femme ou chez l'homme. Le fiançailles, selon moi, c'est une relation entre deux personnes, la femme et l'homme, qui se sont entendus pour se mettre ensemble, se marier, je veux dire se marier. C'est nécessaire, puisque c'est dans notre culture. C'est dans notre culture. La dot, c'est nécessaire. C'est une manière de demander la main de sa femme auprès de ses parents. Bon, ça dépend de comment vous êtes entendus. Si vous voyez que là où
vous êtes arrivé, vous êtes prêts pour vous mettre ensemble, vous devez vous entendre pour que la dot soit faite. Si c'est la loi qui a dit ça, on n'a plus le choix. On est obligé de le faire comme ça. Donc après la dot, on est obligé de passer au mariage. On n'a pas le choix. Le fiançage, disons, c'est une étape qui conduit au mariage. Comme je l'ai dit d'abord, c'est une étape qui conduit au mariage. C'est la première étape qu'on fait avant de se marier. Genre, se présenter aux parents. Oui, c'est nécessaire. Parce que, disons, dans notre culture, cela fait partie d'abord de notre culture. Mais, ce que moi je vois, c'est que auparavant, ceux-là à qui on donnait de la dot, c'est ceux-là d'abord, les filles qui sont d'abord vierges. Si je comprends bien, c'est des filles vierges. Genre, ils sont vierges avant d'aller au mariage, quoi. C'est à eux on donne de la dot. Mais de nos jours maintenant, bon, il est constaté que bon, sur 50 filles, à peine 2 filles sont vierges. Donc bon, c'est pas si la dot est obligatoire. Sinon, en principe, la dot est réservée à des filles vierges. Bon, déjà, si je pense à lui donner de la dot, ça veut dire que je veux déjà la marier. Enfin, donc, je vais procéder à ça quand je verrai que bon, cette personne a des qualités. Genre quoi? Bon, déjà, physiquement, il y a aussi des qualités qui sont prérequis, quoi. Moralement aussi, genre, elle doit être une femme d'une bonne moralité, respectueuse et tout. Moi, je vois que ce que la loi a prévu, c'est normal. Parce que déjà, tu as fait la dot, qu'est-ce que tu attends pour te marier? Parce que c'est le premier pas d'abord pour se marier. Donc, l'essentiel, après la dot, c'est d'aller au mariage. Parce que ce serait inutile, en fait, quand tu feras la dot sans le mariage, ce serait inutile. Le fiançage, c'est un rapport entre l'homme et la femme. Un rapport sentimental entre l'homme et la femme, c'est tout. Tout ce qu'on appelle dot, c'est quelque chose qui est très nécessaire. La femme également, elle est sacrée. Quand la femme quitte une famille pour une autre, il faut un signe qui prouve effectivement qu'elle a quitté cette famille pour telle famille. On ne peut pas laisser la femme quitter une famille, aller vers une famille sans aucun signe, c'est pas bien. Donc la dot représente ce cordon ombilical, je dirais, voilà. Le cordon ombilical qui permet à la famille, la femme d'aller, de revenir, les enfants d'aller, de revenir, le monsieur d'aller, de revenir. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Mariage civil. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Il y a le mariage coutumier, il y a le mariage civil, il y a le mariage religieux. Tout ça là, c'est automatique. Par exemple, à l'église catholique, vous voulez faire, pour ce que je connais, vous faites le mariage. Vous voulez vous marier avec quelqu'un à l'église catholique. On vous demande d'abord d'aller chez le maire. Est-ce pour légaliser votre mariage? Est-ce que vous voyez? Alors, avant de venir à l'église et faire votre mariage. Et de l'autre côté aussi, on vous demande aussi, est-ce que le mariage coutumier, vous l'avez pu aussi faire? C'est dans l'ordre normal des choses qu'on demande tout ça. Donc, c'est des trucs qui devraient se faire au même moment. Est-ce que vous voyez? On ne doit pas laisser l'autre pour l'autre. Ça doit se faire au même moment. Si j'ai eu les moyens pour dépenser de l'argent pour la dot coutumier, la dot coutumière par exemple, pourquoi ne pas aller à la mairie et légaliser ma femme? Ça, c'est le même jeu. Voilà, de retour sur ce plateau. Alors, Madame la juriste, je vais vous laisser la parole. Là, la plupart des interviewés simulent ou bien assimilent la dot aux fiançailles. Qu'en est-il réellement? Ok, d'accord. La dot n'est pas le fiançailles. Communément chez nous, bon, comme Monsieur Aromayon le disait tout à l'heure, il y a la petite dot et la dot elle-même. On parle de dot déjà quand c'est... La dot, on va dire, c'est le mariage traditionnel, si je peux me le permettre. Oui, c'est ça. C'est que vous êtes déjà dans le processus, vous vous mariez déjà, on vient épouser la femme devant sa famille. Mais les fiançailles, c'est qu'on se prépare à entrer dans ce processus-là. Donc, si on doit caricaturer, c'est peut-être la petite dot. La petite dot. Si on peut, voilà, si on peut se le permettre, la connaissance, parce que les tests même le disent, c'est la connaissance mutuelle des familles en présence de deux témoins de chaque côté des partenaires et d'un représentant de chaque famille. C'est-à-dire que lorsque les fiançailles sont faites,
il doit avoir un représentant de la famille du mari, enfin du fiancé, et un représentant de la famille de la fiancée, avec deux témoins de chaque côté. Mais la dot, je pense, elle réunit plus de nombre que ça, et c'est on va dire, une cérémonie festive. Donc la dot, en réalité, chez nous, c'est-à-dire le mariage. Oui. Avant qu'on aille devant l'officier d'état civil et devant l'église ou bien qu'on aille à l'église. Voilà. D'ailleurs, même l'officier d'état civil demande à la femme le jour de la célébration si elle a reçu la dot ou pas. Donc ici, voilà, ici les fiançailles sont différentes de la dot. Il faudrait qu'on fasse cette distinction là. Et si peut-être on peut peut-être dire que les fiançailles vaut peut-être ce qu'on appelle communément chez nous la connaissance des parents. D'accord. Là, c'est assez clair. Monsieur Romagnon, réagissez rapidement par rapport à cette force que nous avons entendue. Oui, cet élément. Oui, mais c'est très intéressant. Seulement, je n'ai pas eu l'avis des femmes. On n'a pas pu. Donc, on aurait aimé avoir aussi, des femmes aussi. L'avis de la femme, parce qu'en réalité, c'est tout le jeu autour de la femme. Repose sur la femme. Sur elle. D'accord. Donc, ce serait intéressant de connaître aussi leur avis sur la question. D'accord. Alors, je l'avais dit avant qu'on ne passe à cet élément, et bien, pour cette deuxième partie, on va évoquer le mariage qui ne vient jamais après les fiançailles. Ah oui? Enfin, pour certains cas, hein, pas pour tous les cas, je ne peux jamais généraliser certains cas. Oui, donc si le mariage ne venait pas, ça veut dire simplement qu'il s'est passé des choses. Il y a quelqu'un dans l'élément qui dit que c'est quand on a fini de faire au moins 4 à 5 enfants qu'on est sûr que cette femme-là, elle veut rester. On peut penser maintenant. Oui. Aujourd'hui, on constate même que le mariage devient un fonds de commerce. Ça devient un fonds de commerce. J'ai lu dans un document une dame qui a pris 3 dots et elle est partie au Canada avec. Elle est bon, elle ne sait pas des faits juste pour amuser la galerie. Est-ce que c'est vérifié? Je ne sais pas. Bon, c'est pas permis de donner des noms. Alors on ne doit pas de nom. Donc vous êtes obligé de me croire. On va obliger de vous croire, mais on prend la réserve. Vous êtes obligé de me croire. Donc il faut reconnaître qu'il faut restaurer. Il faut restaurer et il faut restaurer les valeurs. Il faut restaurer la famille. Il faut redonner à la famille son pouvoir. Et la famille peut se tromper, mais il faut l'éduquer. Il faut restaurer la famille. Il ne faut pas la remplacer. La famille reste la famille. Pourquoi? Parce que depuis la naissance de l'enfant, on a fait des choses à l'enfant. La sortie du bébé, là, c'est un rituel. Et ce rituel l'introduit dans l'univers de sa famille. Si une autre famille se crée dehors pour l'enlever, ils ont déjà on a déjà pris des choses sur elle et qui vont permettre à la famille de suivre l'enfant. C'est ça la dimension spirituelle en fait. Donc par rapport à ça, il vaut mieux laisser les parents apporter leur point de vue sur les choix pour que les choix puissent aboutir. Sinon, on risque d'avoir toujours des accidents sur la route. D'accord. On ne le souhaite pas forcément. Bon, ça fait partie des choses de la vie. Mémé Bachumba, vous le savez, il y va quand même de l'honneur d'une famille quand on promet. La jeunesse l'a dit tout à l'heure, la promesse, elle est faite à la petite dot. Mais quand on ne finit jamais d'épouser cette femme-là, c'est quand même l'honneur de toute une famille qui est remise en cause. Bien sûr. Donc, quand l'honneur est mis en cause comme ça, qu'il faut aller voir. Qui pour siffler la fait. Voilà. Donc, vous n'avez pas considéré les familles. Vous ne pouvez pas aller vers elles. Vous ne pouvez pas aller vers elles. Maintenant, vous allez chercher vos amis qui étaient vos témoins là. C'est eux qui vont intervenir. Je pense que ce doit être ça. Et maintenant, la conscience de chacun va l'interpeller à son bon devoir. Sinon, je crois que ça ne va pas donner. Ce serait comme les fruits n'ont pas tenu. La promesse des fleurs. Voilà. D'accord, oui. Je peux juste... oui, Didier, d'accord. Oui, il parle très peu là. Oui. Ça semble ne pas être équilibré à son niveau. Je veux l'équilibrer, oui. Vous avez bien vu d'ailleurs. Bon, je crois que de cet élément déjà, on sent réellement que la population n'est pas toujours favorable à la manière dont
les choses se font, surtout lorsqu'il s'agit des fiançailles. Et après, vous avez suivi un peu avec moi tout ce qui a été dit dans cet élément. Cela relève une première chose que moi je veux notifier. D'abord, la volonté de la jeunesse, la volonté y est, mais ce sont les contours. C'est là maintenant je reviens. Quoi, la jeunesse est autant du côté des hommes que des oui, femmes. Oui. C'est quoi j'ai dit évidemment, la jeunesse a la volonté, donc aussi bien la femme que l'homme, chacun a la volonté, mais c'est le contour. Le contour aujourd'hui, ça relève forcément donc, de tout ce qu'il y a autour. C'est là je rejoins M. Akhouamayan lorsqu'il parle du retour des valeurs. Je pense que pour ma part, les fiançailles sont très sérieuses, il faut le faire. Maintenant, de la promesse à la réalisation donc de cette promesse-là, il y a forcément, si ça n'arrive pas au bout, ça dit si ce que vous avez promis au départ, vous ne tenez pas votre promesse et vous ne vous mariez pas avec madame ou monsieur, c'est forcément qu'il y a des choses qui se sont passées, il y a des accidents de parcours, mais l'un dans l'autre, je pense que quel que soit ce qui est arrivé, il faut d'abord mettre un accent particulier sur l'amour. Si réellement vous aimez, je crois que vous allez trouver des solutions idoines pour pouvoir vous maintenir, pourquoi pas bénéficier ou jouir entièrement de votre amour, surtout de l'amour que vous développez l'un pour l'autre. Et à partir de ce moment, il faut se baser d'abord sur l'amour pour s'engager. D'accord. Oui, madame, je reviens à vous. On va faire le dernier tour de table avant de partir. Malheureusement, on peut pas obliger quelqu'un à vous épouser. La loi n'oblige pas quelqu'un à vous épouser. Pour elle, c'est sûr. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Donc, on peut même pas aller devant la loi pour dire, bon, il m'a promis m'épouser, mais il ne m'a jamais épousé. On peut pas. Là, il faut prouver encore que la rupture, elle est abusive. Voilà. Il faut prouver que la rupture elle est abusive déjà. Et pour pouvoir que la rupture soit abusive, il faudrait que toutes les conditions des fiançailles soient respectées, c'est-à-dire la présence d'un représentant de chaque famille des deux côtés et puis la présence des témoins, si vous voulez. Il n'y a pas un délai pour réclamer le mariage non plus. Non. Vous exigez vos délais. Il n'y a pas la loi protège. Il n'y a pas de délai pour réclamer le mariage puisque la loi même dit qu'on peut aller directement au mariage sans passer par les fiançailles. Voilà. On se fixe l'idée soi-même. Oui, on se fixe l'idée. Ce qui n'est pas bien. Oui, ce qui n'est pas pas bien, justement parce qu'il y a les étapes qu'il ne faut pas brûler. Voilà, il faudrait un temps quand même pour se préparer à entrer dans cette institution-là qu'est le mariage. Et puis je voudrais ajouter quelque chose, c'est que cette première étape vers le mariage-là, ça vous prépare et ça renforce davantage les liens jusqu'au mariage. Et là, ça ne doit plus durer parce que quand vous perdez trop de temps là, vous avez déjà perdu assez de temps à vous connaître. Donc, à cette étape-là, officialisez les relations vis-à-vis des parents et recevez cette bénédiction-là et continuer le processus. Maintenant, au niveau de la dot, de la grande dot, là, les bagages, ce qu'on reçoit là, c'est ça qui nous amène à célébrer le mariage à l'état civil. Parce que au-delà de tout, c'est le mariage civil qui couvre, qui protège la famille. Absolument. Donc, tout ce que vous avez reçu là, et on fait mariage civil et religieux en même temps, peut-être le même jour, bien dans un délai de 3 jours, et tout se passe bien. Donc, c'est ce qui est... Oui, je voudrais dire, je reviens toujours, sur moi, je protège la famille. Et pour dire, là où les yeux ont là où la bouche a mangé, les yeux ont rentré. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je suis impliqué dans quelque chose, pendant le parcours là, pour éviter les accidents, c'est que quand un problème arrive, le papa est là, la maman est là pour dire, eh oh, ne faites pas ça, faites ceci, faites cela. Mais si vous nous écartez, et que la chance que vous réussissez pour aller jusqu'au bout là, vous réduisez ça en réduisant l'influence des parents. D'accord. C'est ce que je veux dire. Là où la bouche a mangé. Là, les yeux ont honte. Mais est-ce que vous savez qu'on ne vous écarte pas juste pour une petite nuance? Oui, on a passé son temps sur ça. Chacun sait. Mais en fait, ce sont les parents de l'homme qui doivent souvent revenir vers les parents de la femme. Il y a des fois, on se pose des questions. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas ça. Non, que
c'est peut-être la femme, les parents de la femme qui doivent prennent les responsabilités. Parce qu'ils ne veulent pas voir leur fille dans une condition déplorable, sans vertu. Oui, mais si moi je dois choisir aujourd'hui, je vous promets que je préfère encore retourner à l'époque d'il y a 2 générations. Alors, viens avec moi. Je vous promets, parce que avec ma petite expérience, quand moi je réfléchis, je vois, je pense que c'était pas si mauvais que ça. Où on avait des chaperons. Si aujourd'hui on avait toujours des chaperons, où ça existe dans certaines familles, d'accord, mais pas dans toutes les familles. Peut-être ça on exagère totalement, mais si moi je dois faire un choix aujourd'hui, je pense que je vais retourner à cette génération. Parce que c'est beau. Mais quand il est bien fait, c'est que vous êtes forcément... Mais ce n'est pas évident que vos enfants puissent accepter ça. Ça, c'est moi. J'ai dit moi. Mes enfants, c'est leur problème à eux. Non, mais ces émissions-là que nous faisons, par exemple, vont attirer l'attention des uns et des autres pour que les valeurs changement de comportement. La fille, elle est bébé, là. La maman chante les berceuses pour lui dire l'honneur, machin. Écoutez les berceuses. C'est vrai. Et déjà, la fille, elle sait que l'avenir, là, il faut être humble, il faut être ceci, il faut être ceci. Ça n'existe plus. Vous chassez les belles-mères oui, nous jeunes aujourd'hui, je pense que nous avons pris peut-être. Alors que la belle-mère est là pour vous accueillir, pour vous orienter, elle vous donne des plis. Alors, il y a des belles-mères aussi. Non, mais c'est à vous de vous soumettre. Il y a des belles-mères aussi. N'oublie pas que vous êtes une belle-mère potentielle. Oui, absolument. Je suis d'accord. Il faut avouer quand même qu'il y a des exceptions dans le lot. Voilà, en toute chose, il y a des exceptions. Donc, voilà, on a fini, on n'a plus le temps. On a fini, il faudra qu'on rende l'antenne. Oui, le temps passe super vite. On va y aller. Oui, on peut même plus faire le jeu. Non. On peut même plus faire le jeu. On a bavaré tout le temps, on n'a même plus fait le jeu. Bon, je pense que c'était des échanges utiles, utiles à l'éducation, et cette émission est certes de divertissement, mais participe également à l'éducation, au changement de valeurs ou à la prise de conscience pour pouvoir éduquer nos jeunes surtout dans nos manières de faire, et droit d'accord, mais réfléchissons à comment nous appliquons ces différents droits-là. Bon, on me fait signe qu'on n'a plus le temps. Mesdames et messieurs, je me dois de vous présenter des excuses parce qu'on n'a pas vu le temps passer. On doit faire le jeu et après astuce mode, on n'a pas eu le temps. Mais je vous laisse quand même en compagnie des conseils de Madame Amanda Sourin pour la rubrique astuce mode, tout au moins. Comment paraître plus grande avec les vêtements. Nous vous avions proposé la dernière fois le premier épisode, voici le deuxième épisode. C'est toujours des astuces pour paraître un peu plus grande quand on est petite de taille avec les vêtements. Merci de nous avoir suivis. Et à demain, je vais vous dire. Dans ce deuxième épisode de Comment paraître plus grande et plus mince, je vais partager avec vous une nouvelle astuce pour vous aider à allonger et affiner votre silhouette grâce aux vêtements. La plupart des femmes cherchent à paraître plus longues et plus fines en s'habillant, moi la première. Et ici, je vais vous expliquer en quoi vos jeans et pantalons taille haute peuvent tout à fait vous aider à ça. Si vous voulez allonger votre silhouette avec vos pantalons et jeans, l'une des astuces les plus efficaces pour ça, c'est l'utilisation de la coupe taille haute. La coupe taille haute ajoute pas mal de centimètres à la silhouette du fait de la taille qui est placée haut. Ici, on a par exemple la même personne sur ces deux photos et on peut voir combien les jambes de cette personne semblent plus longues sur l'image où elle porte un jean taille haute. L'autre jean est taille basse et c'est pourquoi ses jambes paraissent beaucoup plus courtes. De manière générale, quand on porte un pantalon ou un jean, visuellement, on a vraiment l'impression que les jambes commencent à partir de la taille du pantalon. Et c'est pour ça que quand on porte un taille haute, on a l'impression que nos jambes sont plus longues que quand on porte une coupe taille basse. Et les jambes peuvent aussi paraître plus courtes si vous optez pour un haut qui tombe par-dessus votre pantalon ou jean, même si celui-ci a une taille haute. Et je vais vous montrer en exemple ce que ça donne sur moi. Ici, je porte un jean bleu foncé taille haute avec un t-shirt blanc tout simple porté par-dessus ce jean. Le bas du t-shirt crée une ligne horizontale au niveau du début du haut de mes jambes et ça implique que visuellement, la longueur de mes jambes démarre au niveau de cette ligne horizontale. Mais cette ligne horizontale correspond à l'endroit où débutent réellement mes jambes. Je ne peux donc pas dire que cette tenue raccourcisse mes jambes visuellement, mais je peux en revanche dire que ce n'est pas une tenue qui allonge mes jambes visuellement. Et pour paraître un peu plus longue dans cette tenue, j'ai choisi d'ajouter une paire de talons. Et comme vous pouvez le voir, les talons allongent et affinent un peu l'ensemble de ma silhouette.
Mais pour allonger davantage mes jambes, je peux aussi choisir de porter mon t-shirt à l'intérieur de mon jean. Je peux soit ne le rentrer que sur l'avant en veillant bien à ne pas masquer la hauteur du jean, soit le porter complètement rentré à l'intérieur de mon jean. Alors rentrer un haut que sur l'avant peut se faire pour une question de style ou éventuellement pour masquer quelques rondeurs à l'arrière, par exemple au niveau des poignées d'amour. Il y a quand même un avantage à porter son haut complètement à l'intérieur de son bas, c'est que ça fait paraître les jambes plus longues de face mais aussi de dos. Ça donne l'impression ici, comme vous pouvez le voir, que mes jambes démarrent plus haut et ça élance donc ma silhouette, que ce soit de face ou de dos. Et cette astuce fonctionne aussi avec un haut court. Je l'ai testé sur moi-même et comme vous pouvez le voir, avec un haut court, tout comme avec un haut porté à l'intérieur, on voit bien la ceinture de mon jean. Ma silhouette semble donc également allongée. Et si vous souhaitez encore plus allonger votre silhouette, les hauts courts qui dévoilent un peu votre ventre ont cet effet sur la silhouette. Ici, j'ai par exemple choisi de nouer mon t-shirt blanc et de laisser apparaître légèrement mon ventre. Et comme vous pouvez le voir, ça allonge d'autant plus ma silhouette. Et de mon point de vue, les hauts courts ne vont pas nécessairement à tout le monde. Ils sont quand même plus flatteurs sur les femmes qui ont une taille fine ou une taille marquée. Mais je vous rappelle que vous pouvez très bien avoir des rondeurs et avoir une taille marquée. Avant de poursuivre, je tenais à vous préciser que les vêtements que je porte dans cette vidéo sont des vêtements que je possède pour la plupart depuis longtemps. Dans mes vidéos, je souhaite vraiment pas vous pousser à la consommation, je souhaite seulement vous apporter des conseils pour que vous parveniez à vous mettre en valeur avec ce que vous possédez déjà et aussi afin que vous fassiez les bons choix en magasin lors de vos prochains achats pour ne pas gaspiller votre argent et acheter le moins possible. Quand on sait ce que l'on doit acheter pour se mettre en valeur, ça facilite énormément le shopping et ça nous permet beaucoup plus facilement de limiter nos achats. Quand on achète par exemple 36 jeans avant de tomber sur le bon, on gaspille notre argent et les ressources de la planète, tandis que quand on achète directement le bon jean et qu'on le porte très longtemps, on fait des économies et on préserve notre belle planète. Et je vais maintenant vous donner quelques conseils pour affiner et allonger votre silhouette avec un pantalon ou jean taille haute si vous avez du ventre. Si vous avez un peu de ventre, privilégiez les pantalons ou jeans taille haute qui ne marquent pas ou très peu la zone du ventre. Et pour vos jeans moulants, optez plutôt pour des matières assez rigides. Les jeans rigides au niveau du ventre ont tendance à aplatir un peu la zone du ventre. Et au contraire, les jeans trop fins, trop mous marquent les moindres rondeurs. Et si votre pantalon ou jean est fin et moulant au niveau du ventre, portez-le plutôt avec un haut par-dessus, ce sera beaucoup plus flatteur. Et pour finir, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un jean taille haute rigide au niveau du ventre, n'en portez tout simplement pas. C'est vrai que ce genre de jean a tendance à comprimer le ventre en position assise, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise à l'intérieur, n'en portez pas. Et pour plus de confort, optez plutôt pour un jean taille normale par exemple. Les jeans taille normale montent un peu moins haut que les jeans taille haute et vous pouvez même, comme on l'a vu tout à l'heure, ne rentrer que l'avant du haut dans votre jean si vous le souhaitez.